Donc, bienvenue à ce webinaire sur les aides en forêt privée dans le cadre du renouvellement forestier. Nous sommes en format webinaire, donc je vais me répéter pour ceux qui se sont connectés un petit peu tôt, mais vos micros et vos caméras sont coupés. Vous pourrez interagir avec nous via l'espace de chat que vous pouvez ouvrir en faisant glisser votre souris vers le bas de l'écran et en cliquant sur l'icône de BD sous laquelle on fait discussion, conversation ou chat. Et dans cet espace-là, vous pourrez poser vos questions auxquelles nous essaierons de répondre. Je suis moi-même Christelle, donc je travaille à la Fédération des forestiers privés France-Sylva à Paris et je me ferai le modérateur de ce webinaire. Donc, je relayerai vos questions auprès des participants. Dans le cas où il y ait trop de questions et où on ne puisse pas répondre à toutes les questions, à ce moment-là, on fera une petite foire à questions, un petit document qu'on vous verra dans un second temps en fin de webinaire. Je vous précise également donc, que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay une fois ce webinaire finalisé et que vous disposerez également de la présentation qui va vous être proposée. Ce webinaire va vous être animé par les équipes de France Sylva Service et je laisse la parole à Eric Toupan qui va faire les présentations et vous faire l'introduction de ce webinaire. Merci Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je ne sais pas si le son passe. Oui, ça fonctionne. Merci. Je vois le chat. Bon, voilà, le chat fonctionne aussi très bien. Et merci d'être présent à ce webinaire qui va nous permettre de faire un point ensemble sur les différents dispositifs d'aide qui existent et dont vous pouvez bénéficier en forêt privée. C'est tout l'intérêt des supports de communication actuels, c'est qu'on peut faire passer de l'information, on peut interagir, comme l'a dit Christelle. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat, on les prendra par paquet et on est là vraiment pour essayer au mieux de répondre à vos besoins et à vos interrogations sur les différentes aides qui sont là disponibles pour vous et qui ne s'usent que si on s'en sert. Il y a des budgets qui sont votés, des actions, des partenariats. On va vous présenter tout ça. D'abord, rapidement, pour nous resituer, nous sommes ici avec l'ensemble de l'équipe des permanents, des salariés de France Sylva, et notamment au niveau national. France Sylva, c'est le réseau des propriétaires forestiers qui adhèrent au syndicat, notamment de propriétaires forestiers. Donc, c'est 50 000 adhérents. Bon nombre d'entre vous est adhérents à notre réseau France Sylva, au syndicat de propriétaires forestiers. Certains ne le sont peut-être pas encore. Peut-être un mot pour vous dire que rejoindre le syndicalisme forestier, c'est être représenté, c'est être entendu, c'est être défendu également, être informé, notamment ce type de réunions qu'on organise, et on en organise beaucoup au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, être défendu et représenté et bénéficier bien sûr des différents services de la fédération et des syndicats, c'est-à-dire une assurance responsabilité civile. Tous nos adhérents sont couverts à travers des contrats de groupe par l'intermédiaire des syndicats en assurance responsabilité civile, mais nous avons également des assurances incendie, des assurances tempête, etc. Donc 50 000 adhérents, 2,5 millions d'hectares, 73 syndicats répartis partout en France, syndicats départementaux, 15 unions régionales et une fédération nationale composée de 8 permanents, dont une partie de l'équipe qui est là, mais je vais en dire un mot. Notre président, Antoine Damécourt, président national. Service, non, je vais m'arrêter sur cette diapo si vous voulez bien, sur France Sylva Service. L'équipe France Sylva Service est une filiale de la fédération que la fédération a créée en 2013 qui pardon, je ne suis pas à mon bureau, je suis dans les locaux de l'interprofession nationale et j'ai pris une salle, mais que je dois libérer dans 2 minutes. Alors, je vous fais cette présentation de l'équipe France Sylva Service et puis je laisserai
je laisserai immédiatement la suite à Hortense, le temps pour moi de trouver un autre endroit où poursuivre le webinaire. Navré pour ce contretemps. Donc, la filiale France Sylva Service, elle appartient à 100% à la fédération. C'est une société qui a été créée pour développer les services de la fédération. La fédération est présidée par Antoine Damécourt depuis 2014 et la filiale France Sylva Service a été au début présidée par Antoine Damécourt qui a souhaité, pour ne pas tout mélanger, et puis il est assez occupé par ailleurs, eh bien, confier la présidence à Philippe de Drezy, qui est donc le président de la société de services que je dirige. Je suis l'adjoint au directeur général de la fédération et je dirige cette filiale. C'est vous dire si nous avons des relations organiques, bien sûr, puisque nous appartenons exclusivement à la fédération. Et l'équipe qui est ici présente, eh bien, est l'équipe de France Sylva Service, là pour développer les services aux adhérents. Donc, Hortense Viard, qui s'occupe notamment des projets carbone et du développement aussi des activités de compensation carbone. Clotilde Legrel qui nous a rejoint et qui fait son stage avec nous et son alternance l'année prochaine. Stanislas Lefebvre qui termine son année d'alternance avec nous. Et François Cariou qui est avec nous depuis 3 ans maintenant. Et François s'occupe notamment des sujets d'assurance dommages, incendie, tempête avec Sylvassure, mais également des compensations volontaires plutôt et des aides privées. Et donc chacun aura l'occasion de présenter les différents services que l'on propose. Merci. Alors, j'avais prévu de vous dire un mot du plan de relance, mais pour des problèmes de salle, je vais demander à Hortense, si tu veux bien, de présenter tout de suite le plan de relance. Le temps pour moi de couper la caméra et vous allez me voir réapparaître dans 5 minutes ailleurs, dans une autre salle. Il faut que je trouve un endroit où pouvoir m'installer. Navré encore une fois pour ce contretemps. Merci Eric. Alors, quelques mots pour vous parler du plan de relance qui a été mis en œuvre à partir de 2020 par le gouvernement français. Vous en avez tous entendu parler et qui avait débloqué une première enveloppe de 150 millions d'euros à consommer jusqu'au 31 décembre 2021 et qui a été donc relancé pour cette année une nouvelle fois. Donc, le budget qui est disponible pour ce plan de relance, c'est une enveloppe de 70 millions d'euros supplémentaires sur l'année 2022, dont 58 millions d'euros qui sont dédiés uniquement à la forêt privée, avec une partie qui est disponible en appel à manifestation d'intérêt, donc regroupée par des gestionnaires ou des coopératives, entre autres, qui déposent des AMI ensemble. Et puis 10 millions d'euros disponibles directement en guichet individuel. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez déposer vous-même votre demande de subvention sur un guichet. Je vais vous expliquer comment faire ensuite. L'objectif, c'est d'inciter les forestiers à investir pour adapter leur forêt au changement climatique ou améliorer, notamment, la contribution à l'atténuation du changement climatique de leur forêt. Un mot aussi pour vous dire que donc, ce dispositif il a été pérennisé pour l'année 2022, mais le gouvernement a également annoncé qu'à partir de 2024, il y aurait 100 à 150 millions d'euros annuels de prévus pour le renouvellement forestier. Donc, c'est quelque chose qui est amené à durer dans le temps. Quels sont les projets éligibles ? Donc, je vous l'ai dit, des propriétaires forestiers seuls en guichet individuel ou regroupés sous des mandataires qui déposent un ensemble de projets en même temps. Il n'y a pas de seuil de surface pour déposer un projet, mais il faut demander un montant minimum de subvention de 3 000 euros. Ensuite, évidemment, vous devez présenter un document de gestion durable valide, soit au moment du dépôt de la demande d'aide, soit dans les 12 mois suivant le dépôt de la demande d'aide, le temps de faire un avenant, par exemple, à votre plan de gestion, ou d'en faire rédiger un, si vous n'en aviez pas. Il y a 3 volets de peuplement éligibles. Le premier, c'est tous les peuplements qui sont sinistrés soit par la sécheresse, soit par des phénomènes biotiques. Ça concerne très fortement les peuplements scolytés dans le Grand Est et tous les autres peuplements atteints par le changement climatique qui peuvent prouver un dépérissement très avéré. Donc, en général, on part du principe que c'est plus de 20% des tiges atteintes
ou avoir des lettres de coupe sanitaire et d'urgence par les CRPF, entre autres. Le second volet, pardon, et ce premier volet, il est subventionné à 80% du montant total des travaux. Ah bah tiens, je ne t'avais pas reconnu. Ça va? On entend Eric Topor qui n'a pas coupé son micro. Est-ce qu'on est possible de couper de force? Je vais continuer. Donc, le second volet, c'est tout ce qu'on appelle les peuplements vulnérables aux effets du changement climatique. Donc, pour lesquels, sur diagnostic stationnel notamment, par votre gestionnaire ou aidé par le CRPF, on peut prouver que votre forêt est vulnérable au changement climatique. Il faut nécessairement l'adapter ou la remplacer. Et donc, il y a un taux d'aide accordé à 60% pour ce volet-là. Et enfin, le troisième volet, l'amélioration des peuplements pauvres, pour lesquels, entre autres, il faut prouver que le revenu de la coupe n'est pas 3 fois supérieur au montant du financement accordé. Et pour ceci, vous êtes éligible à 60% d'aide. Le type d'opération de travaux éligibles, donc le premier type, c'est la plantation en plein sur terrain nu après la coupe, notamment pour le volet 1. Hein. Et donc, pour cela, on s'appuie sur un barème de travaux standardisés. Et à partir du barème, vous pouvez calculer directement le taux de financement auquel vous êtes éligible. À noter, au-delà de projets de 10 hectares d'un même tenant, donc de plantation en plein, il faudra prévoir de diversifier votre projet à 20% avec au moins 2 essences. Deuxième type de travaux, la plantation en enrichissement sur la base de devis et factures. Ensuite, vous pouvez faire des travaux sylvicoles qui favorisent des essences d'avenir, notamment le détourage, par exemple. Pareil sur devis et factures. Et enfin, la régénération naturelle, maîtrisée ou assistée, pour laquelle il faudra détailler dans des devis ou factures également les opérations réalisées. Et il y a toute une annexe qui détaille ce que vous pouvez faire ou non. Et très important, les travaux pour propre compte sont éligibles, mais seulement sur facture d'investissement matériel. Vous ne pouvez pas, par exemple, toucher une subvention sur du temps homme passé pour lequel vous n'auriez pas de facture à l'appui. La constitution des dossiers, donc il faut remplir les pièces suivantes, notamment une fiche diagnostic pour diagnostiquer en fonction de la station et du climat l'état actuel du peuplement et puis les essences futures de reboisement, faire un plan de reboisement prévisionnel pour chaque itinéraire que vous détaillez sur un schéma, que ce soit sur Excel ou sur un schéma sur un plan, décrire le dispositif de plantation et enfin inscrire tout ça dans un tableau récapitulatif. Tout est disponible et déjà pré-rempli sur la plateforme. Et ces pièces-là sont à remplir avec l'expert ou gestionnaire de votre choix. Ou si vous souhaitez vous-même constituer votre dossier, vous pouvez remplir la fiche diagnostic, par exemple, à condition de la faire valider et estampiller par le CRPF de votre choix. Et donc, ce que je vous disais pour le volet 1 et 2 de peuplement vulnérable au changement climatique ou atteint par des phénomènes biotiques ou sécheresse, il faut impérativement une autorisation de coupe sanitaire auprès du CRPF ou coupe d'urgence. Sinon, réaliser un protocole bioclimsol ou des protocoles de description de la station comme Archi ou des péris. Eric, est-ce que tu veux reprendre la main? Non, je continue. Pour faire vos demandes d'aide, vous rendez sur la plateforme qui s'affiche à l'écran, donc qui s'appelle Cartogip, qui est dirigée par le GIP ATGRI. Il faut envoyer un mail d'abord à l'adresse qui s'affiche pour qu'il vous crée un accès. Et ensuite, tout se fait de façon dématérialisée sur cette plateforme sur laquelle vous pouvez télécharger tous les documents. Et on pourra vous remettre dans le chat l'adresse de la plateforme sans problème. Le calendrier, il faut déposer votre dossier de demande d'aide impérativement avant le 31 décembre 2022 sur la plateforme. Ensuite, vous disposerez d'1 mois pour apporter des corrections si jamais vous en étiez demandé. Tous ces dossiers, vous pouvez les déposer bien sûr avant, au fil de l'eau sur la plateforme. Ils seront instruits ensuite par les DDT ou les DRAF de chaque département ou région. Et enfin, une dernière précision, donc cette année du plan de relance,
est hors régime de minimis, contrairement à l'année précédente, les régimes de minimis qui fixaient un maximum de subventions autour de 200 000 euros. Cette fois-ci, on est hors régime de minimis. Le maximum, c'est 2 millions d'euros de dépenses. Mais il faut une attestation de non-cumul avec d'autres aides publiques qui rentreraient en contradiction. Encore une fois, tout ça, c'est expliqué. Si vous avez besoin, je peux vous donner des informations plus précises au cas par cas. Eric, peut-être que tu veux présenter ça sur le succès de l'année dernière, comme je vois ton micro. Oui, avec plaisir, si vous m'entendez bien. Oui, alors ça y est, j'ai réussi à trouver un endroit, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas le parking, mais c'est le deuxième étage du bâtiment. Je vais parler pas trop fort parce que je suis en open space, j'espère que vous m'entendez bien malgré tout, j'ai mis les petites oreillettes. Ça, c'est le bilan que vous avez ici à l'écran, le bilan des financements de la première année du plan de relance. Selon les différents volets, le volet AMI, c'est-à-dire appel à manifestation d'intérêt, c'est le volet qui a été financé par des projets regroupés par les gestionnaires, notamment les coopératives, les experts forestiers, les gestionnaires forestiers, pour la partie privée, j'entends, ont ainsi, la Société forestière, la Caisse des dépôts, etc., ont ainsi pu constituer des ensembles, des portefeuilles de projets et véritablement permettre au plan de relance d'être mis en œuvre, et on arrive à un résultat total de près de 20 000 hectares financés dans le cadre de la procédure d'appel à manifestation d'intérêt. Nous avions, Francilva, donc le volet politique, demandé et obtenu, non sans mal, non sans peine, la possibilité pour les propriétaires forestiers de déposer des dossiers individuellement, avec un gestionnaire dans la plupart des cas, ou pas de gestionnaire, mais des dossiers individuellement au fil de l'eau. Le bilan qu'on a ici à l'écran nous a donné raison, puisque c'est près de 5 000 hectares qui ont ainsi pu être déposés et qui ont été validés, retenus dans le cadre du plan de relance. Donc, vous voyez, un démarrage, malgré les difficultés de calendrier, de mise en œuvre, d'instructions techniques, revues X fois, de disponibilité des plans, etc. On a quand même 25 000 hectares qui ont été engagés dans le cadre de cette première année du plan de relance. Vous avez ici à gauche, selon les différents volets, volet 1, donc les peuplements sinistrés, volet 2, les peuplements vulnérables, volet 3, les peuplements pauvres. Vous avez la répartition en histogramme ici à l'écran entre les dossiers en procédure collective, on va dire, on appelle la manifestation d'intérêt, et en procédure individuelle. Vous voyez que l'essentiel des dossiers, notamment de cette première année, 58%, ce sont des renouvellements de peuplements sinistrés. C'était aussi l'objectif principal, qui était de répondre aux enjeux du renouvellement, notamment des peuplements scolités du Grand Est, quart nord-est de la France. Les peuplements vulnérables, 10%, les peuplements pauvres, 32%. Et enfin, le dernier graphe en bas à gauche de l'écran montre que c'est surtout des petits dossiers, j'ai envie de dire, ou en tout cas des dossiers qui sont constitués de projets de renouvellement qui portent sur moins de 5 hectares. 2545 dossiers sur les 4000 dossiers sont des dossiers, des demandes de financement sur des projets de moins de 5 hectares. Et après, vous avez 1000 dossiers de 5 à 10 hectares, 440 de 10 à 20 et quelques dizaines au-delà de 20 hectares. Voilà, donc une première année avec un objectif qui n'était pas atteint, puisque vous avez peut-être entendu parler d'un objectif de 45 000 hectares. Vous voyez, 25 000 hectares, c'est un peu plus de la moitié, mais ça a démarré au mois d'avril, et avec une procédure qu'on a découverte au fur et à mesure et qui a été souvent revue, réaménagée. Une disponibilité des plans qui pose problème, évidemment. Les plans étaient largement commandés bien avant. Voilà. Donc, le plan est lancé. Il est lancé pour 10 ans. Ça a été acté dans les assises. Il y a des budgets qui ont été votés pour cela. Et nous sommes en train de mettre en place la deuxième année du plan avec des financements qui sont là et que Hortense a rappelé en début de présentation du plan. Donc surtout, n'hésitez pas à faire appel à vos gestionnaires qui connaissent bien le plan de relance, aux syndicats, à Francilva Service notamment. On saura vous renseigner et vous permettre de bénéficier de ces aides publiques qui sont enfin là, et ça aussi c'est un aboutissement du syndicalisme, parce que ça fait 10 ans qu'on demande à disposer
nouveau fonds forestier national pour ceux qui l'ont connu. C'est un peu ce à quoi essaye de pallier le plan de relance. Voilà pour le plan de relance. Je crois qu'on peut ouvrir une série de questions, peut-être, sur le plan de relance avant d'aborder les aides privées et le financement carbone. Alors, oui, il y a une première question qui est: est-ce qu'il est possible de bénéficier du plan pour enrichir une plantation datant de plusieurs années qui aurait un taux de reprise insuffisant? Je peux répondre si vous voulez. A priori, oui, à condition que cette plantation en échec corresponde bien à un des trois volets, c'est-à-dire soit montrer qu'il y a un dépérissement, ce n'est pas le cas, mais sinon montrer que c'est un peuplement qui est vulnérable aux effets du changement climatique sur diagnostic stationnel d'un gestionnaire tout de même. Voilà, on ne pourra pas faire un regarni basique avec le plan de relance. Une question un peu plus généraliste, peut-être, Eric, pour toi, quelle est la surface moyenne en France des propriétés privées? Moyenne arithmétique, 3,5 hectares, 11 millions d'hectares, 3,5 millions de propriétaires forestiers. Maintenant, quand on regarde les chiffres plus en détail, il y a 2,5 millions de propriétaires, donc sur les 3,5 millions, 2,5 millions de propriétaires qui possèdent moins de 1 hectare de propriété individuellement. Et donc, 80% de la forêt privée française, on va dire 9 millions d'hectares à peu près, appartiennent à 20% des propriétaires, c'est-à-dire de l'ordre de 600 000 propriétaires. Donc, une moyenne de 3,5, mais un écart type très fort, et donc une propriété très diversifiée, ne serait-ce que par sa propriété et ses modes de gestion. Merci, Eric. Autre question, pour les plantations visant à la biodiversité, y a-t-il la liberté pour le propriétaire de choisir les essences d'arbres? J'ai le micro ouvert, je poursuis. Oui, ça doit respecter les arrêtés, mais bien sûr, le choix des essences, alors en bonne intelligence en fonction de la station, évidemment, des recommandations des gestionnaires, et bien sûr dans le cadre des arrêtés préfectoraux et des essences autorisées, c'est-à-dire une liste assez large, bien entendu. Autre question, les tailles de formation et élagage sur des essences d'avenir, entre parenthèses érables, sont-ils éligibles? Je n'ai pas la réponse pour ma part. Est-ce que... Ce serait plutôt des opérations de dépressage ou d'étourage à bois perdu pour favoriser certaines essences objectives par rapport à d'autres. L'élagage étant plutôt de l'entretien, et des premiers bons entretiens de votre plantation précédente, normalement. Merci. Alors, une question qui rebondit un peu sur la précédente question. Est-ce qu'il y a des essences à respecter suivant les régions et le climat? Donc ça, c'est une éternelle question. Oui, encore une fois, faire appel à des professionnels, à des gestionnaires forestiers, au conseil du CRPF. Vraiment, les recommandations doivent être au plus près du terrain. Et c'est souvent le sol et la nature de la station et du climat, bien sûr, qui détermine cela. Le choix des essences est très vaste, encore une fois. Donc, il faut vraiment se faire accompagner pour cela. CRPF, gestionnaires forestiers, coopératives, experts, gestionnaires forestiers professionnels sont là pour vous accompagner. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais pas forcément pouvoir toutes les poser, parce que là, ça tombe beaucoup. Je vais essayer d'en regrouper. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui se demandent concernant la validation du CRPF. Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est conseillée pour la validation des dossiers? Obligatoire. Obligatoire, c'est clair. Merci, Hortense. Pour les propriétaires qui déposent en seul leur dossier. Mais oui, vous êtes obligé, vous pouvez rédiger vous-même la fiche diagnostic si vous avez les compétences, donc c'est-à-dire de faire des sondages pédologiques, de décrire correctement votre station. Mais ensuite, il faudra le faire valider pour le choix technique par le CRP. Une question à savoir, est-ce que le matériel éligible, si travaux fait soi-même, est-ce les plants ou aussi des machines?
Plutôt les plans, hein. A priori, les machines forestières, enfin, je ne sais pas sur quoi porte la question exactement, mais l'achat de machines forestières n'est pas subventionné, c'est les plans, tout ce qui permet le matériel à planter, etc., pour réaliser les travaux. Mais l'achat de machines forestières, par exemple, n'est pas subventionné. La protection est prise en charge, protection contre le gibier notamment. Enfin, Autre question, faut-il être certifié PEFC ou FSC? je vous laisse répondre. Oui, ok. Pardon. Ce n'est pas une obligation à date. En revanche, c'est conseillé et ça pourrait devenir un critère de bonification par la suite. Pour le moment, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Y a-t-il possibilité de planter dans des éclaircies à réaliser dans des plantations de pins noirs là où les arbres n'ont pas bien pris? Alors, ça allait vite pour moi, pardon, ne voyant pas Attends, la je vais question écrite. répéter. Y a-t-il possibilité de planter dans des éclaircies à réaliser dans des plantations de pins noirs là où les arbres n'ont pas bien pris? Oui, enfin, donc planter dans des éclaircies, il faut d'abord faire l'éclaircie avant de replanter, ça c'est sûr. Mais en revanche, on peut faire de la transformation par enrichissement, voilà, ou par plantation, par placeau, par exemple, dans un peuplement déjà établi, si c'était la question. Donc oui, sur le pin noir, en enrichissement, en deuxième essence, objectif ou d'accompagnement. Une question aussi, est-ce que ces aides s'appliquent-elles au dom-tom? C'est une bonne question. J'ai Pas sûr de la tendance à... Oui, voilà, on n'est pas sûr. A priori, oui, mais on va vérifier ce point. Ok, on vérifiera ce point. Donc, je profite, pardon, juste sur la question précédente. Ça a peut-être été dit le temps que j'ai dû me trouver un nouvel endroit, mais pour préciser qu'un dossier, c'est minimum 3 000 €. Donc, s'il y a des enrichissements par placette, il faut savoir que ça doit représenter un coût de projet d'au moins 3 000 € pour être éligible au plan de relance, sur lequel ensuite s'applique le taux d'aide, etc. merci. Ensuite, alors il y a pas mal de questions à savoir sur certaines essences. Est-ce qu'elles sont éligibles au peuplier, aux frênes? Est-ce qu'il y a des limites sur les essences en fait? Quelles contraintes il peut y avoir sur les essences? Parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui rebondissent là-dessus. Donc, quoi qu'il arrive, mais pour tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, il faut que les essences respectent les arrêtés de matériel forestier de reproduction qui est fixé région par région. Vous les retrouvez très facilement sur le site du ministère de l'Agriculture en tapant arrêté MFR ou matériel forestier de reproduction. Et vous allez voir dans la liste ce qui est éligible pour votre région. Voilà, c'est la seule règle. Et sur les pourcentages d'essence, au-delà de 10 hectares de reboisement en plein, il faut diversifier à 20% votre projet avec une deuxième essence. Vous avez évidemment la liberté de diversifier plus sur un seuil moindre. Voilà. Merci Hortense. Est-ce que vous pouvez rappeler la date limite de dépôt des dossiers? 31 décembre 2022. Merci. Et puis, je vais prendre une dernière question. Je suis désolée parce que je ne peux pas poser toutes les questions, mais les questions auxquelles on n'aura pas répondu, comme je vous l'indiquais en introduction, on vous fournira une petite foire aux questions et on répondra par écrit sur un support de documentation qu'on vous enverra par la suite. Donc, une dernière question. Le défourchage, élagage et entretien des sols des premières années dans les peupleraies peuvent-ils être concernés? Défourchage, élagage et entretien des peupleraies. A priori, j'ai envie de vous répondre non, ce n'est pas éligible au dispositif parce que ce ne sont pas des travaux qui concernent des volets de peuplement atteints par la sécheresse, un phénomène biotique ou peuplement pauvre, si ce n'est de l'entretien de plantations déjà réalisées. Donc, a priori, non. Très bien.
Et juste pour reprendre un point qui a peu été évoqué, si ce n'est par Eric, en cas de plantation, les protections contre le gibier peuvent-elles être intégrées, notamment y compris petit enclos? Alors, les protections à gibier, oui, sont intégrées. L'enclos, je préfère vérifier avant de vous le confirmer. Oui, si. Alors, on me dit que oui en live. Donc, oui, les enclos sont éligibles également. Tout ça, vous le retrouvez dans le barème des aides du plan de relance qu'on pourra également vous adresser, en tout cas sur lien. Et vous retrouvez la liste de tout ce qui est éligible. Donc, soit protection individuelle, soit répulsif comme le tricot, soit enclos. Et une dernière question concernant le montant des subventions. On demande 3 000, c'est la subvention ou le montant des travaux. Et est-ce qu'il est possible de présenter plusieurs factures pour un montant total de 3 000 euros en plusieurs fois? Oui, le montant total éligible pour bénéficier du plan de relance, c'est minimum 3 000 euros de dépenses. Dépenses, ça peut être une ou plusieurs dépenses. Je rappelle qu'il y a toute une partie des projets, notamment de plantation en plein, qui se font sur barème, donc sans présentation de devis. Et ensuite, les opérations un petit peu plus précises qui ne sont pas dans le barème, comme les enrichissements, la régénération naturelle, se font sur devis. Vous pouvez cumuler plusieurs devis pour être éligible. Il faut d'ailleurs faire de la mise en concurrence de devis. Merci Hortense. Est-ce qu'on a le temps encore pour quelques questions? Alors oui, mais on a encore 3 sujets à voir. Donc, oui, pardon, juste pour dire que j'ai répondu à quelques questions via le chat, que Hortense a d'ailleurs complété en parallèle. Effectivement, alors nous, on a prévu de déborder largement, hein, mais pour ceux qui ont prévu de nous quitter à 15 h, on a encore pas mal de choses à vous dire. Nous, on peut rester jusqu'à 15h30 sans difficulté. Donc, si vous êtes nombreux à devoir nous quitter vraiment à 15 h, on va basculer vers la partie des aides privées progressivement, peut-être encore une ou deux questions, et on bascule. Très bien. Alors, si l'origine de la coupe est surtout préventive aux scolites, moins de 10% des résineux scolites, a-t-on droit à la subvention? Donc là, j'ai réfléchi en même temps que vous. Il faut un dépérissement avéré. Hein. Donc, les coupes préventives ne fonctionnent pas parce qu'on ne peut pas prédire le fait qu'il y aura des scolites effectivement ou pas en fonction des saisons et de la végétation. Donc, non. Il faut qu'il y ait un diagnostic et un dépérissement avéré. Merci. Et alors, je vais prendre une dernière question qui est reposée. Est-ce que la maladie des bandes rouges chez le laricio est considérée comme liée au changement climatique permettant l'application du plan? Oui, tout à fait. En tout cas, s'il y a plus de 20% de vos pins laricio qui sont atteints des bandes rouges ou que par un diagnostic, encore une fois, sylvicole réalisé par un expert, le peuplement est fortement vulnérable et amené à dépérir, ou en tout cas à descendre, vous êtes éligible. Je vous propose que ce soit la dernière question. Je vais vous laisser continuer. Pour ceux pour qui n'ont pas pu prendre en compte la question, on la note et on y apportera une réponse par écrit que vous recevrez après le webinaire. Je vous redonne la parole. Merci Christelle. Alors, je reprends la main sur l'écran. Donc maintenant, on va vous parler de financement plutôt privé que nous appelons financement innovant chez France Sylva Services avec François Cariou, donc qui est chargé de développement des financements innovants, et moi-même. Donc France Sylva Services, on a 2 offres de projets de financement privé ou financement carbone. L'objectif étant que ces 2 offres soient complémentaires et représentent la diversité des propriétaires forestiers et du territoire français. Une première offre qui est le label bas carbone et une seconde qu'on appelle contribution volontaire ou financement innovant. La différence entre ces 2 offres, c'est que la première, le label bas carbone, ce sont des projets certifiés qui demandent plus de contrôle et d'audit sur le projet, qui ont un cahier des charges très précis, pouvant permettre d'émettre ensuite des crédits carbone auprès du ministère de la Transition écologique.
tandis que le second dispositif est plutôt géré par nous-mêmes et ce sont des partenariats en direct que nous formulons auprès d'entreprises. Au bilan 2021, nos partenariats entreprises très forts nous ont permis de réaliser plus d'une centaine de projets sur plus de 600 hectares et environ 700 000 arbres. Grâce à notre réseau de gestionnaires, de syndicats auprès desquels nous faisons remonter les projets, vous propriétaires forestiers et avec l'appui du CNPF toujours. Et enfin, l'ADN fort de France Sylva Service, c'est d'être en toute transparence sur ces financements privés avec minimum, et c'est bien un minimum, 70% des fonds que nous fléchons directement chez vous en forêt privée grâce au financement de travaux. Voici une liste non restrictive des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Donc, Reforestation, avec qui nous travaillons historiquement depuis 5 ans, qui fait notamment du financement au plan et qui monte en puissance sur le label bas carbone. La Fédération des véhicules d'époque, qui finance un arbre par plaque d'immatriculation de voitures anciennes nouvelles. Jeffco, qui est un transporteur routier franc-comtois. La petite société Mechanicus qui vend des vieilles voitures en ligne. Nous travaillons avec EDF sur du financement au plan et du label bas carbone. Et enfin, nous venons de finaliser un partenariat cette semaine avec Datafor, qui est un groupe d'hébergement en data center qui agit en France, mais notamment en Europe, et avec qui nous venons de finaliser un partenariat pour des projets carbone. Donc, un petit mot, le carbone, forêt carbone, vous en entendez parler souvent, on parle souvent du rôle d'atténuation de la forêt face au changement climatique. Qu'est-ce que c'est? Les forêts, elles représentent le premier puits de carbone terrestre au monde, derrière les océans. Donc, un puits de carbone, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème qui séquestre ou absorbe plus de carbone qu'il n'en réémet. Et c'est le cas des forêts. Elles absorbent environ 15% des émissions de gaz à effet de serre nationales chaque année grâce aux flux de carbone entrant en forêt qui sont ensuite synthétisés grâce à la photosynthèse. Et pourquoi est-ce qu'on parle souvent de forêt? On sait que pour réduire et atténuer les effets du changement climatique, il faut qu'un jour, on arrive à l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre annuelles que nous émettons et celles qu'on est capable d'absorber. Donc, le rôle des forêts est très reconnu à cet effet. L'objectif, c'est d'arriver en 2050 à des émissions et des absorptions équivalentes autour de 80 millions de tonnes de CO2. On dit in situ et ex situ. In situ, ça veut dire dans l'écosystème forestier. Et ex situ, ça veut dire grâce à la substitution de carbone qui est permise par l'utilisation notamment massive de bois. La contribution ou compensation carbone volontaire, contribution, c'est plutôt le nouveau terme vers lequel on évolue pour parler de ce dispositif. Donc, c'est le fruit de 10 ans de recherche des forestiers en France. France Sylva, fortement aux côtés du CNPF. Pour nous, c'est une vraie reconnaissance des services rendus par les forestiers à la société, aux entreprises, etc. et qui sont enfin valorisés. C'est des concepts qui sont apparus dans le cadre du protocole de Kyoto à la fin des années 90. Et l'idée au départ, c'était que les pays très émetteurs financent des projets dans les pays en développement pour équilibrer un petit peu leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc aujourd'hui, grâce au label bas carbone et au financement volontaire, en France, on est capable de financer directement des projets. C'est vraiment un outil de financement de projets forestiers, la finance carbone, qui permet de flécher directement les fonds que la société et le privé s'intéressent de plus en plus aux forêts, directement au financement de forêts françaises. Et puis, ce qui nous concerne, c'est renouveler et adapter nos forêts sous l'effet du changement climatique. Je reboucle pour qu'elles puissent encore séquestrer plus de carbone dans les 100 années à venir minimum. Premier dispositif, le label bas carbone. Donc, c'est un dispositif qui a un petit peu plus de 3 ans aujourd'hui, que nous avons contribué à créer et qui permet aux entreprises de financer directement des projets forestiers. C'est un dispositif qui est piloté par le ministère de la Transition écologique et qu'on appelle de la certification carbone.
Donc, en déclenchant des changements de pratique chez les propriétaires forestiers qui améliorent d'une part la séquestration du carbone et d'autre part l'usage des produits bois, on vient financer ces travaux forestiers en parallèle des co-bénéfices qui leur sont apportés, comme des emplois non délocalisables, la biodiversité, la filtration de l'eau, de l'air, etc. Et on soutient les enjeux de la gestion forestière. À date, il y a 3 méthodes forestières qui existent. La première, c'est le boisement de friches ou de terres agricoles. La seconde, qu'on appelle reconstitution de peuplements dégradés. Donc, c'est du reboisement après tempête, maladie ou parasites et incendie, entre autres. Et enfin, une troisième méthode, c'est convertir des taillis qui avaient une vocation de bois-énergie en futaies sur souche qui produiront du bois d'œuvre et donc séquestreront plus de carbone sur les années à venir. Comment être éligible? Quels sont les types de peuplement précisément éligibles? Donc, surface minimum 1 hectare. Nous conseillons généralement aux propriétaires de présenter des surfaces d'au moins 3 hectares par souci d'économie d'échelle notamment. Très important, ne pas avoir débuté les travaux avant la notification, donc avant de vous manifester. Quand les travaux ont déjà été réalisés ou commencés, vous n'êtes plus éligible malheureusement au dispositif. Ensuite, vous aurez une période de 30 ans d'engagement sur les projets. Après, ça, c'est pour les peuplements classiques. Et quand la révolution, donc la coupe est plus courte, notamment pour les peupliers, on compte sur une période moindre. Et enfin, les critères principaux. Donc, pour le boisement, on prend en compte les terres qui n'étaient pas forestières au moins 10 ans auparavant. Et il faut qu'il y ait moins de 15 mètres cubes l'hectare d'accru ou broussailles dans le cas de terres agricoles enfrichées notamment. Et réaliser un diagnostic stationnel avec un expert forestier. Deuxièmement, les peuplements forestiers dégradés. Donc, je vous l'ai dit, après tempête, incendie ou dépérissement intense. Pour les dépérissements, il faut qu'au moins 20% des tiges des arbres présentent au moins 50% de pertes foliaires. Et toutes ces dégradations doivent avoir survenu maximum 5 ans auparavant. Pourquoi? C'est pour répondre à l'obligation que vous avez de reboiser en 5 ans vos peuplements. Et enfin, dernière méthode, la conversion de taillis en futaies. Il faut des stations de très bonne fertilité avec un seuil de souche de tiges d'avenir minimum. Et ça concerne les taillis âgés de 10 à 30 ans, notamment de châtaigniers et robiniers. Pour tout ça, nous insistons, il faut absolument vous faire accompagner sur le terrain, sur la partie technique, pour aboutir à un projet labellisé bas carbone, parce qu'il y a un nombre de mesures de terrain à faire notamment, dont on ne peut pas faire l'économie. Comment est-ce que ça fonctionne pour vous décrire un petit peu l'outil? Donc, à partir de relevés de données de terrain, notamment des sondages pédologiques et l'observation des peuplements alentours pour voir quel type de croissance le nouveau peuplement aura, on fait des calculs carbone, donc on transforme les futurs volumes de bois qui pousseront en carbone. On sait à peu près appliquer des équations sur ces volumes. On sait que le bois, c'est environ 50% de carbone et 50% d'eau. Donc, on transforme des volumes de bois en volumes de carbone sur une durée de 30 ans. Et ça nous permet de quantifier le stock de carbone dans l'écosystème forestier, donc le tronc, les branches et les racines notamment. Le stock ensuite dans les produits bois. Une fois qu'on coupe un arbre, le carbone n'est pas rejeté dans l'atmosphère, mais il reste stocké dans la matière très longtemps. Ce sera le cas des chênes utilisés par exemple pour Notre-Dame. Et enfin, la substitution à des matériaux fossiles. Quand on utilise du bois dans la construction, entre autres, par rapport à du ciment ou du béton, on substitue directement l'émission de carbone dans l'atmosphère qui ne seront pas dans l'atmosphère. Enfin, il y a des critères très importants pour ces projets, c'est les critères d'intégrité environnementale. Ils sont calculés par un système de bonus en points et ils sont très regardés par les financeurs. Donc, c'est que du plus, vous gagnez des points en mettant en œuvre plus de biodiversité, notamment par le mélange d'essences, en protégeant plus les sols, en préparant le sol en bande, en limitant évidemment le labour et la récolte des rémanents. Si vous réalisez des travaux qui vont participer à la préservation de l'eau, par exemple, mettons en sorte une ripisylve
auprès d'une rivière ou d'une mare. Et enfin, on mesure les bénéfices directs qu'on appelle socio-économiques. Donc, c'est l'emploi local, la certification forestière, le fait d'implanter par exemple un boisement dans une zone d'agglomération, etc. Enfin, au bout de 5 ans, un auditeur vient mesurer en fait le nombre de plants vivants à l'hectare de votre projet. L'idée, c'est qu'au bout de 5 ans, on estime qu'un boisement ou reboisement est sorti d'affaire et qu'à 900 plants hectares, le projet suit la bonne trajectoire. Pourquoi? Pour que les arbres poussent et séquestrent du carbone comme il l'a été prévu et quantifié. Ces densités, elles varient en fonction toujours des arrêtés MFR. En Méditerranée, c'est moindre. Et pour les peupliers et feuillus précieux notamment aussi. On prend en compte bien sûr les regarnis. Pour ça, il faut faire très attention à mettre en œuvre votre garantie planteur de 80% de reprise des plants. On conseille de s'assurer au risque incendie et neige dans les régions à risque. Et enfin, donc, quand cet audit est réalisé et qu'on a mesuré qu'il y avait bien le bon nombre de plants hectares, nous délivrons in fine ce qu'on appelle les réductions d'émissions, donc c'est les crédits carbone. Ils sont vérifiés, ils ont le tampon de l'administration et donc ils sont attribués complètement aux financeurs. 2 exemples de projets carbone que nous avons réalisés. Le premier, c'était un boisement de 7 hectares de terres agricoles en Mayenne. Donc, c'est dans les Pays de la Loire. Donc, c'est des terres qui n'étaient plus exploitées par l'agriculteur, qui s'enherbaient en prairie. Ces 7 hectares reboisés en 2 essences de pin laricio et pin maritime en essence objectif, et ensuite des feuillus d'accompagnement avec un petit peu de chêne rouge, charme et beaucoup de fruitiers forestiers. Auront un très fort indice en biodiversité, plus 75%. Les sols ont été préservés parce qu'ils ont été préparés en bande pour ne pas impacter du coup le carbone stocké déjà dans les sols de prairie, dans les interlignes. L'entrepreneur de travaux qui est venu réaliser les travaux forestiers était très local, il était à moins de 50 km, très exactement même 3 km du projet. Donc, on mesure aussi cet effet direct sur les entreprises locales. Et donc, le projet total permettra de séquestrer exactement 984 tonnes de CO2 sur les 30 années à venir. Et nous avons trouvé un financeur pour ce projet de 14 200 € de contribution directe aux travaux. Un deuxième exemple, là, c'est la reconstitution d'une peuplerée fortement dépérissante. Donc, vous le voyez sur les photos à gauche, les peupliers étaient mourants, on le voit avec les boules de gui notamment. Pas d'issue pour ce peuplement. Et donc, après avoir fait un diagnostic dépérisse, donc qui vérifie que plus de 20% des tiges sont dépérissantes, nous allons reboiser avec 85% de peupliers et 15% de chêne rouffe pour créer des bordures feuillues et améliorer la biodiversité du projet. Il va y avoir un essai réalisé sur ce projet avec des cultivars a priori plus adaptés au changement climatique qui feront l'effet d'un test avec le CRPF local. Les sols sont préservés grâce à la plantation à la tarière pour les peupliers qui impactent que très, très localement le sol. Ce projet est certifié PEFC et l'entrepreneur de travaux forestiers était situé dans un rayon maximum de 100 km du projet. Important, le projet est situé dans l'agglomération nantaise et donc gagne encore des points en co-bénéfice. Et donc, tout cela permettra de séquestrer 2500 tonnes de CO2, non pas sur 30 ans, mais sur 22 ans, à l'âge prévu de la récolte des peupliers. Et nous avons contribué aux travaux à hauteur de 19 300 €. Merci beaucoup, Hortense. Juste quelques mots pour un moment de respiration pour Hortense et avant d'introduire la partie questions. Tout en faisant attention à l'heure, il est 49 et donc nous sommes nombreux, nous sommes 119 là. Et si vous pouvez rester au-delà de 15 heures, vous pourrez profiter de la présentation de François qui vous donnera des informations très précises sur d'autres aides. Pour ce qui est des aides dites label bas carbone que vient de vous présenter Hortense, vous avez vu que c'est un dispositif qui est assez complexe et on est là pour vous accompagner justement, pour vous permettre d'en profiter parce qu'au final, les 2 dernières diapos, les exemples montrent que ça paye vraiment. Enfin, c'est vraiment des contributions qui sont très significatives, qui vous permettent de vraiment réaliser le projet et d'en financer une grande partie. D'autant plus que nous avons
de nombreuses demandes de financeurs. Ces derniers jours, nous avons répondu à énormément de demandes et donc nous avons la capacité de financer vraiment un nombre important de projets labellisés bas carbone. Ce dispositif est jeune, il a 3 ans, avril 2019, son lancement après 7 à 8 années de travaux, notamment du CNPF, que je tiens encore une fois à remercier ici. Nous-mêmes, France Sylva, on s'est mobilisé sur le plan politique, on a accompagné cette dynamique. Aujourd'hui, c'est concret, c'est opérationnel. Donc, l'objectif de ce webinaire sur la partie label bas carbone, c'est vous faire prendre conscience qu'il y a de vrais financements enfin disponibles pour des opérations de travaux forestiers assez courantes. Il y a les contraintes inhérentes au label, mais on est là pour vous accompagner et pour bénéficier de ces financements. Dernier point, juste avant d'ouvrir les questions, je précise dans le chat, j'ai vu qu'il y avait des mains levées, et pour des raisons techniques, on ne peut pas vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit, et on y répondra en séance ou par la suite, comme l'a dit Christelle tout à l'heure, en revenant vers vous, puisque nous avons vos adresses e-mail, puisque vous êtes inscrit avec votre email. Voilà, merci. On ouvre les questions. Christelle, si tu veux bien. Volontiers. Donc, je vais compiler deux types de questions. Est-ce qu'on a une idée un peu au niveau des 2 exemples qui ont été proposés? On a le montant des travaux de l'aide qui a été apportée en numéraire, mais est-ce qu'on a une idée en termes de pourcentage du montant global des travaux, à peu près combien est-ce que ça représente et combien reste à la charge du propriétaire? Oui, sur ces 2 premiers exemples, on était aux alentours de 60% du montant des travaux, mais c'était les premiers projets réalisés et aujourd'hui, on monte en puissance, on est plutôt autour de 80% en général de financement, voire plus, voire jusqu'à 100%. Sur les 5 premières années, je précise, donc préparation, oui, pardon, Alec, préparation du sol, préparation du sol, fourniture des plans, mise en terre, etc., protection à gibier et surtout, très important, les entretiens à réaliser sur 5 ans. Oui, je voulais juste préciser qu'ici, on peut considérer que c'est une aide parce que ça en prend la forme, ça vient en complément d'un besoin de financement, mais ça a vocation à devenir un véritable revenu puisque, au final, ce sont les tonnes de carbone et que génère le projet et la valeur de ces tonnes de carbone qui a une valeur qui évolue au fil du temps sur les marchés, qui détermine le montant du financement. Comme disait Hortense, les premiers projets, on était plutôt à 60%, on arrive aujourd'hui plutôt à 80%, et si vous regardez la valeur de la tonne de carbone sur les marchés internationaux, aujourd'hui on est plutôt proche des 100 €, on était plutôt à 20 € il y a 3 ou 4 ans. Et les perspectives laissent évidemment à penser que cette valeur du carbone va aller en augmentant. Donc, les projets carbone, et là, je prends ma casquette syndicaliste France Sylva, auront vocation prochainement, mais prochainement, c'est plus en mois qu'en année, à constituer un véritable revenu. En tout cas, nous, on revendique cela. Le propriétaire forestier peut véritablement engager des opérations, des prestations de services et se faire rémunérer au-delà de son prix de revient. Enfin, ça ne choquerait personne dans l'économie libre et normale, n'est-ce pas? Merci Eric. Concernant les financeurs, il y a quelques questions sur les financeurs, à savoir qui ils sont majoritairement, quels sont les intérêts financiers qu'ils ont à financer ce type de projet. J'y vais, tu vas, vas-y. Alors, j'y vais. Il y a une vraie diversité de financeurs. Il y a une prise de conscience de l'impact environnemental, qu'elle soit amenée par leurs collaborateurs en interne, par leurs clients. Donc, ça part déjà de là. Sur les 3 premières années du label, il y a eu peu de communication. Alors, les financeurs, je vais vous donner des noms. Hein. Il y a le groupe La Poste, par exemple, qui a été un précurseur, qui a démarré dans la phase expérimentale il y a 6 ou 8 ans. Là, il y a la raison d'être du groupe, la dimension proximité, le facteur, l'effort de réduction. Donc, tout ça va bien avec un groupe comme celui-ci, mais il a été très précurseur. D'autres groupes du CAC 40 l'ont suivi, ne communiquent pas encore
certains sont nos partenaires, on taira leur nom, parce qu'ils sont encore aussi en train d'expérimenter les dispositifs, mais on a des financements qui viennent de ces groupes-là. D'autres sont amenés par la loi climat et résilience qui a été votée au printemps dernier, oblige les compagnies aériennes qui opèrent sur le territoire métropolitain à compenser leurs émissions des vols intérieurs, donc, en recourant notamment au label bas carbone à travers des projets forestiers. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ces dernières semaines, on a de très nombreuses demandes, parce que ça y est, on a les compagnies aériennes qui doivent compenser leurs émissions par des dispositifs rigoureux labellisés, et notamment en France. Donc, on est en plein dedans. On a évoqué un certain nombre d'entreprises tout à l'heure qui sont nos partenaires, et François le précisera, comme les transporteurs routiers, comme GEFCO, comme la Fédération des véhicules d'époque. Donc, on a une vraie diversité. Mais encore une fois, nous, on le travaille. Et d'ailleurs, on a une charte, et je terminerai mon point là-dessus. On a une charte qui est commune à bon nombre d'opérateurs engagés dans la compensation carbone, qui dit en gros que les entreprises ou les partenaires avec qui on travaille doivent d'abord être engagés dans une démarche vertueuse. On ne vient pas financer la plantation de 1000 arbres et ensuite communiquer pour dire qu'on a sauvé la planète. En tout cas, ça ne sera pas avec nous. Évidemment, à la base, nous sommes les représentants des forestiers, donc on sera très attentifs à cela. Merci Eric. D'autres questions? Est-ce que les aides du label bas carbone sont-elles cumulables avec les aides du plan de relance? Non, elles ne sont pas cumulables. Vous devez choisir entre les deux dispositifs. Les seuls peuplements qui entrent en conflit là-dessus, c'est la reconstitution de peuplement, dépérissement et entre autres scolyté. Sinon, les deux dispositifs couvrent des périmètres différents. Le label bas carbone, le boisement et le boisement, reboisement après tempête et incendie qui ne sont pas couverts par le plan de relance et conversion de taillis en futé. Et le plan de relance, le point commun, c'est sur les reboisements après dépérissement massif. Mais ensuite, tout ce qui est peuplement vulnérable et peuplement pauvre n'est pas couvert par le label bas carbone. Donc, ce sont deux dispositifs complémentaires qui avancent en parallèle. On peut regretter qu'il faille choisir entre l'un et l'autre pour ce qui est des peuplements dépérissants. Mais à date, il faudra choisir entre les deux en fonction de votre meilleure opportunité sur le moment. Merci. J'interviens. Oui. Pardon, Christelle, je t'interromps juste pour dire que je ne voudrais pas que vous perdiez la présentation de François sur les autres aides. Si certains doivent nous quitter à l'heure, au moins que vous puissiez profiter de ces autres aides qui sont à votre disposition, qui sont encore plus simples que celles du label bas carbone, vous verrez. On a fait du plus compliqué au plus simple. Et comme ça, on pourra prendre l'ensemble des questions et nous, on pourra déborder. Et ceux qui ont des questions, on est avec vous jusqu'à 15h30 sans problème. Si vous voulez bien, on peut peut-être faire ainsi. Parfait. On fait comme ça. François, on te donne la parole. Merci beaucoup, merci Eric, merci Hortense, merci Christelle. Du coup, moi, je vais te passer sur un axe un peu plus pratique et concret de la demande d'aide avec une orientation spécialisée sur les aides volontaires, donc aides privées et volontaires, donc hors LBC. Hortense, si tu veux bien juste passer. Donc, premièrement, quel profil finalement peut déposer un dossier? Donc, ce sera toutes les formes de propriétaires, toutes les formes juridiques de propriétaires forestiers privés auprès de nous, je parle auprès de France Sylva Service, qui ont un projet de renouvellement forestier, donc de plantation de plus de 1 hectare ou 1500 plants, bien qu'on soit assez flexible si c'est un tout petit peu moins. Ça peut être en plusieurs zones également. C'est des aides exclusivement réservées aux adhérents de notre réseau France Sylva. Et donc, ou alors des propriétaires qui, une fois qu'on arrive à leur proposer une aide et qu'on va plus loin avec eux, s'engagent à adhérer au réseau France Sylva. Donc, des forestiers qui ont subi des aléas au sens large, qui ont fait baisser la valeur commerciale des bois, comme les incendies, les tempêtes, les crises sanitaires, etc. Également, certains peuplements pauvres, dans certains cas, également l'adaptation au changement climatique dans d'autres cas. Et sinon, bien sûr, les plans, la nature des essences respectent les arrêtés régionaux.
Alors, pour le niveau de financement, alors là, j'ai préféré distinguer. On va être entre 70 centimes et 1,40 € hors taxe par plan, pour vous donner une idée. Pour le financement volontaire, contrairement à ce qui a été déjà évoqué par Hortense, on arrive plutôt aux alentours de 70%, à partir de 70%, 80%, voire même plus, comme disait Eric précédemment, pour le label bas carbone. Ces aides privées volontaires sont cumulables avec les aides publiques, tout comme le label bas carbone d'ailleurs, mais les aides privées volontaires sont également cumulables avec le plan de relance. Il faudra juste être très transparent par rapport aux aides reçues par le plan de relance et le montant des travaux à prévoir. Il y a certains facteurs qui peuvent prioriser les dossiers dans le cas où il y aurait un arbitrage à faire suivant les aides dont on dispose. Donc, ces facteurs sont plutôt simples, mais le propriétaire assure sa forêt non seulement en RC, qui semble évident puisqu'on propose ces aides aux adhérents principalement, mais avec une assurance dommage Sylvassure, particulièrement puisque c'est l'offre d'assurance incendie, tempête, neige, etc. que l'on développe ici chez France Sylva Service. Également la forêt, si la forêt est certifiée, PEFC, et la diversité des échanges choisis, la longévité d'adhésion aux syndicats également, qui peuvent être des facteurs qui, dans certains cas, peuvent avantager certains dossiers, prioriser certains dossiers. Alors, bien sûr, le propriétaire a un certain nombre d'engagements pour une fois qu'on accorde un financement privé volontaire, qui sont globalement d'ailleurs les mêmes pour une partie de ces engagements avec le label bas carbone. Le propriétaire, bien sûr, s'engage dans une démarche de gestion durable, c'est-à-dire qu'il est suivi par un plan de gestion, un plan simple de gestion, un CBPS, un RTG, etc. Le propriétaire accepte qu'une visite puisse avoir lieu sur sa parcelle par l'organisme financeur et également un auditeur dans le cas du label, bien sûr, mais dans le cas des aides privées volontaires. Le propriétaire accepte d'afficher une pancarte de l'organisme financeur à l'entrée de sa parcelle. Cette pancarte, bien sûr, sera fournie par le financeur ou par France Sylva Service. Respecter l'état boisé de sa parcelle, etc., sauf les courtes révolutions, comme le peuplier pendant un minimum de 30 ans. Et bien sûr, le contact privilégié pour le responsable du suivi de projet, qui sera dans ce cas-là France Sylva Service. Les densités à atteindre, céder les tonnes de CO2, ça c'est plus spécifique au label bas carbone. Et le propriétaire respecte la fiche projet établie, c'est-à-dire que ça s'est déjà vu dans certains cas. On va détailler d'ailleurs certains projets très concrètement. Les propriétaires s'engagent pour faire un certain nombre ils réservent les plans, etc. pour les travaux. Il faut que ça corresponde avec l'état final de la parcelle ou alors nous prévenir s'il y a des changements d'itinéraire sylvicole. C'est très important puisque certaines entreprises sont plus enclins à valider certains types de projets. Et c'est vrai que si on change complètement les essences ou même la taille des travaux, cela peut avoir des perturbations économiques, etc. Donc, au moins nous prévenir suffisamment tôt afin d'anticiper ces changements d'itinéraire sylvicole. Alors, en parlant de fiches projet, du coup, on va voir très concrètement les informations. Bon, là, c'est présenté de façon très simple pour un projet, par exemple, en Haute-Loire. Nous, ce dont on a besoin, c'est d'identifier clairement les parcelles qui sont objets de la demande. Donc, on les voit directement à gauche. Pouvoir dimensionner le montant, les travaux, donc à la fois avec le nombre de parcelles, la surface, le nombre de plants à planter, la répartition des essences, un certain nombre de renseignements qui sont déjà inscrits sur le devis. Donc, on demande aussi de nous transmettre les devis de plantation. Et ensuite, savoir illustrer bien sûr son projet. C'est pour ça qu'on demande des photos de bonne qualité de préférence, parce que nous, si on arrive vers un financeur avec les meilleures photos, bien sûr, ça accroche plus les entreprises privées et les gens qui ont une connaissance limitée de la forêt privée. Et bien savoir le contexte, donc contextualiser chaque parcelle
Donc ici, on parle de tempête, effectivement, et de réadaptation des essences au changement climatique avec du Douglas, Polarisio et de l'érable. Donc bien préciser le contexte. Donc là, ici, c'est une tempête, donc on va demander voilà, certaines preuves du passage de la tempête, bien sûr. Ça peut être dans certains cas comme les reboisements suite au dépérissement, des diagnostics sylvicoles prouvant le dépérissement. Ça, on va l'adapter à chaque projet. Et ensuite, après la plantation, on demande un certain nombre d'éléments. Donc là, pour ce projet-là, on avait reçu un accord de EDF qui s'est engagé avec le propriétaire. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que le propriétaire a pu enclencher ses travaux. Et nous, ensuite, une fois que le projet est fini, chez Francilva Services, on réceptionne donc les photos des travaux, les factures acquittées correspondant aux éléments contractuels, puisque ces éléments contractuels sont directement liés aux devis qui ont été transmis initialement et à la fiche projet. Donc, c'est pour ça que j'insistais à veiller également à la conformité des éléments contractuels et des factures. Et ensuite, il y a une facture donc soit demandée par le propriétaire s'il a un numéro de SIRET, ou alors une attestation de financement. Il faut plutôt faire office de preuve comptable afin de faire le versement et un relevé d'identité bancaire, bien sûr. Donc ensuite, on a un autre projet qui se situe en Seine-Maritime. Donc c'est un projet différent avec un boisement donc de terres agricoles qui est aussi éligible, bien sûr, à ces aides volontaires. Avec, bon là, on a une diversité d'essences qui est très importante. Et du coup, le propriétaire nous a transmis la sorte de photos, les plans, etc. Et dans ce cas-là, on va demander l'accord de l'Adréal pour ce contexte. Donc, les pièces que l'on demande s'adaptent aussi à chaque contexte. Et également, de la même manière, on lui a demandé, on a eu l'accord de reforestation et on a pu réceptionner les éléments de la diapo suivante, qui reprend grosso modo les mêmes principes que celle d'avant, que le projet précédent. Et donc, pour conclure un petit peu sur ce côté pratique donc de comment candidater, donc on a dit la fiche projet complétée, le plan des parcelles à reboiser suffisamment précise afin qu'on puisse déterminer, nous, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement sur chaque parcelle, sur chaque îlot de plantation, comme on le fait à la manière du plan de relance. Néanmoins avec une certaine flexibilité puisqu'on passe directement par Francilva Services et non pas par une plateforme, et donc cela permet aux propriétaires de, si besoin, prendre rendez-vous avec nous et discuter du projet, bien déterminer comment est fait la plantation techniquement sur le terrain, les 5 photos des parcelles. Une fois que le financeur valide le projet, le propriétaire retourne le courrier d'engagement signé. Et là, s'il y a des changements entre la plantation réelle et l'engagement signé initialement, on demande au propriétaire d'avoir suffisamment d'anticiper et de pouvoir nous prévenir. Donc nous, on a une certaine flexibilité également, et les entreprises avec lesquelles on travaille sont au courant que nos partenaires, GEFCO, etc., sur des projets volontaires sont très bien informés que cela peut changer par rapport à la disponibilité des plants, beaucoup de facteurs également. Et ensuite, l'envoi des preuves de plantation, donc les photos et factures. Donc ensuite, vous avez sur notre site internet une rubrique qui permet, le site internet Francilva National, qui permet de pouvoir créer un formulaire déjà pour savoir dans un premier temps si vous êtes éligible aux aides de Francilva Services, et sinon à quelles aides. Donc là, on peut vous renseigner, et on est là pour ça, pour justement guider, accompagner l'adhérent et lui permettre de se flécher vers tel ou type d'aide suivant le contexte. Donc il y a ce formulaire, ensuite l'étude de projet, donc ça c'est toute la réception des pièces avec les pièces complémentaires, diagnostic de réal dans tous les cas précis, l'accord de financement. Donc ça dépend, en général en ce moment c'est la bonne période, justement on commence à présenter les projets, comme disait Eric, les projets la LBC, mais également les projets d'aide volontaire.
aux entreprises. Et donc, c'est la bonne période également d'avoir un accord de financement avant l'été pour pouvoir entamer les travaux de plantation dès l'automne. Et ensuite, voilà, le versement des fonds suivant le rythme. On aime bien avoir 8 mois de délai entre l'accord de financement et la fin des travaux de plantation. Voilà, afin de permettre qu'il y a que de ne pas laisser traîner le dossier dans le temps, ce qui permet aussi d'avoir une certaine forme d'uniformité par rapport à la fiche projet initiale, que le projet ne change pas trop. Voilà, globalement. Je vais laisser justement... Je voudrais apporter une précision sur le calendrier de financement pour le label bas carbone. Comme je vous disais qu'on finance également les entretiens et qu'il y a un audit au bout de 5 ans, sur le montant qui vous est accordé, vous est payé 80% à la plantation et les 20% restants à l'audit et vérification au bout de 5 ans. Ça vous permet de financer le dernier entretien de plantation en général et qu'on vérifie que vous avez bien suivi l'itinéraire prévu. Une dernière slide pour vous dire que tous ces dispositifs sont en plein développement. Il y a des grosses perspectives. Je vous ai rappelé ici, le ministère de la Transition écologique a annoncé un objectif d'1 million de tonnes dans les 3 années à venir financées en France. Cet objectif, ils ont fait un appel à manifestation d'intérêt. Il y a 67% d'atteints en intention de financement des entreprises. En complément, Eric, vous le rappelez, la loi climat et résilience va obliger les compagnies aériennes à compenser leurs émissions en France sur le territoire et grâce au label bas carbone notamment. Et ils devront arriver à 100% d'émissions compensées en France en 2024. Donc, on va graduellement. L'année prochaine, c'est 20%. On a déjà des très grosses demandes, mais sachez qu'en 2024, c'est potentiellement plusieurs millions de tonnes de CO2 à compenser chaque année en France. Nous, actuellement, nous avons des demandes de l'ordre de plus d'une centaine de milliers de tonnes de CO2, donc ça correspond à plus de 500 hectares. On a absolument besoin de vos projets, d'une pour pouvoir vous financer et deux, pouvoir répondre à ces demandes. J'en profite pour vous dire que, par exemple, Reforestation recherche actuellement plus de 60 000 tonnes de CO2, donc ça fait à peu près 400 hectares de projets à financer. J'étais en train de compter en même temps. Donc, surtout, renseignez-nous vos projets, qu'ils soient concernés par des financements au plan, par des financements label bas carbone. On étudie toutes les demandes et on vous conseille, quoi qu'il arrive, pour essayer de trouver la meilleure solution. Et si c'est plutôt le plan de relance, on vous redirige vers les bons interlocuteurs également. Oui, merci Hortense. Avant d'ouvrir les questions, vous dire que tout à l'heure, j'indiquais avec qui nous travaillons directement, c'est-à-dire les entreprises qui achètent directement et avec qui nous signons des partenariats pour mettre en œuvre des opérations de compensation, label bas carbone ou volontaire. Mais nous travaillons également avec toutes les entreprises qui se sont spécialisées dans l'intermédiation. Ça a été cité, Reforestation, c'est notre partenaire depuis 6 ou 7 ans maintenant. Nous travaillons également avec, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a une dizaine d'entreprises, start-up ou entreprises plus importantes, que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui font ce type d'opération de compensation carbone. Leur ADN à ces entreprises, c'est d'être issus du monde de l'entreprise et donc d'être en relation étroite avec les entreprises dans leur réflexion politique RSE et donc de les amener notamment vers de la compensation carbone. Nous, à Francilva et à Francilva Services en particulier, on n'a pas vraiment vocation à aller voir ces entreprises, à aller les démarcher. On ne le fait pas. Elles viennent vers nous parce qu'elles identifient, notamment grâce au site internet et aux actions du syndicalisme forestier en général, que la forêt privée en France, il y a Francilva. Et donc, c'est pour ça qu'on a des partenariats avec à peu près tous ces startups et tous ces intermédiaires carbone. Donc, si vous voulez, vous pouvez très bien parler directement à celle-ci, mais si vous passez par nous, sachez que vous bénéficierez également de ce type de financement. Et nous, et je termine là-dessus, on est au service des propriétaires forestiers, évidemment, émanation syndicalisme, et donc on vous orientera vers le meilleur dispositif pour vous.
selon le type de projet que vous avez, selon votre calendrier également. Il y a des aides qui sont plus faciles d'accès que d'autres, avec des paiements plus rapides pour certaines que d'autres, etc. Donc, n'hésitez pas. Nous, on est vraiment là pour vous accompagner et à votre service, comme notre nom l'indique. On peut ouvrir la foire aux questions. Et merci d'être resté jusqu'au bout, parce que je vois qu'on n'a perdu que quelques participants. Donc, merci. On va se laisser une bonne quinzaine de minutes pour poursuivre les échanges. Christelle, si tu veux. Ouais. Merci Eric. Alors, je suis désolée, il y a des petits problèmes de son. Je ne sais pas si ce n'est que chez moi ou sur d'autres. Donc, je vous prie de m'en excuser. Je vous propose donc d'ouvrir la session de questions. Donc, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Je vous rappelle que même si on ne peut pas poser toutes les questions, elles seront adressées, celles pour lesquelles on n'aura pas apporté de réponse, elles seront adressées dans un document compilatif qu'on vous enverra à la suite de ce webinaire. Une question, François, concernant les aides privées qui est aussi un peu redondante, à savoir est-ce qu'elles sont cumulables avec des aides publiques? Alors oui, je suis peut-être passé rapidement, mais oui, tout à fait. Alors les aides privées sont cumulables avec les aides publiques au sens large. Les aides privées volontaires sont cumulables avec toutes les aides publiques, y compris le plan de relance. Les aides LBC, l'aide à label bas carbone n'est pas cumulable avec le plan de relance. Et peut-être… Oui, pardon Eric, vas-y. Non, je voulais juste indiquer que sur ce cumul, ce non-cumul en tout cas, label bas carbone, aide publique, c'est une perception du ministère que nous ne partageons pas. Et nous œuvrons dans les différentes réunions qu'on a avec eux et on va le démontrer que ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que les financements du label bas carbone ne sont pas des aides publiques. Aujourd'hui, l'entreprise librement choisit de faire ses compensations ou pas. Ce ne sont pas des entreprises qui sont soumises à plan national d'allocation des quotas et donc soumises à réduction d'émissions et à compensation obligatoire, modulo la loi climat et résilience pour les compagnies aériennes. Mais pour ce qui est des autres, non, c'est une démarche purement volontaire, privée, et le label bas carbone, bien qu'il soit agréé par le ministère, n'est pas un dispositif de financement public. Ce sont des euros privés, ce ne sont pas des euros publics. Donc, ceci étant dit, de notre point de vue, ils sont cumulables comme une part de fonds propres, d'autofinancement, qui soit de la poche du propriétaire ou de la poche d'un financeur qui paye pour une prestation. Voilà, donc on a des réunions prévues avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère des Finances dans pas très longtemps, parce qu'il y a aussi des sujets de fiscalité de ces aides. La question n'a pas été posée, donc sachez que vous pouvez la poser. Nous n'avons pas la réponse, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas clairement identifiées, on va dire, en l'état. Voilà, donc elles ne… Enfin, alors voilà, ça ouvre tout de suite une réaction dans le chat, mais on va prendre les questions dans l'ordre auquel elles sont arrivées et on répondra à ce sujet de la fiscalité. En tout cas, on vous dira ce qu'on en sait. En sachant qu'il y a une dernière partie au webinaire, une dernière partie, donc il faudra quand même limiter un petit peu. Entendu. Est-ce qu'on peut juste repréciser le délai pour le début des travaux, parce que savoir si les 8 mois, c'est pour le début des travaux ou la fin des travaux? Alors, ce délai, c'est indicatif. C'est nous qui le déterminons dans le contrat d'engagement. J'ai mis 8 mois, puisqu'en général, les travaux sont faits à partir de 8 mois. La fin des travaux, donc le propriétaire nous transmet ses factures avant 8 mois après avoir signé le contrat d'engagement. Néanmoins, dans certains cas, on l'allonge à 12, à 14. En fait, on veut juste garantir aux financeurs que le chantier la fin du chantier ne dépassera pas et ne débordera pas sur la saison d'après, afin de border un petit peu ça et faire en sorte que les projets ne s'étalent pas sur plusieurs années.
Donc, voilà, pourquoi il y a ce délai-là. Néanmoins, on en discute à chaque fois avec les propriétaires afin d'être sûr que ça correspond avec ses intentions. Et puis auquel cas, on peut l'allonger, on peut le… Voilà. Très bien. Alors, il y a quelques questions qui sont sur des cas un peu personnels, donc je vais, vous m'en excuserez, les passer parce que je pense que ça nécessite un conseil particulier et les équipes France Éleveur Service les adresseront suite à ce webinaire. Reprenons les questions sur, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur la fiscalité. Donc, est-ce que les aides privées sont imposables? Est-ce que dans le cadre du plan de relance, l'aide peut-elle se cumuler avec le crédit d'impôt défi de travaux? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus? Alors oui, et j'en profite pour vous dire que il nous reste 1 ou 2 points à vous présenter après cette série de questions. C'est pas la fin. Enfin, pour ceux qui peuvent rester, n'hésitez pas. On va vous parler du simulateur que nous sommes en train de développer et des réflexions que nous menons sur les autres services rendus par la forêt au-delà du carbone. Donc, juste un point d'information et également très concret, opérationnel avec le simulateur. Je ne veux pas éluder la question sur la fiscalité. Évidemment, elle est complexe. Alors, en gros, ces sujets sont assez nouveaux pour tout le monde, pour les propriétaires, pour nous qui vont à ces financements innovants et pour l'administration fiscale qui, petit à petit, les découvre et cherche à clarifier la position et la doctrine. Il y a eu récemment, notamment parce que ces dispositifs existent également dans le domaine agricole, notamment le label bas carbone, il y a eu récemment une publication au journal officiel, au bulletin officiel des impôts, qui considère que ces financements, ils doivent être déclarés en tant qu'un bénéfice industriel et commercial, avec la fiscalité qui y est liée. Nous avons des réunions lundi prochain et dans les jours qui viennent, préparatoires entre organisations forestières avec des conseillers spécialisés sur ces questions, et on y travaille depuis 3 ans. Nous, notre position, c'est de dire que ça relève du revenu forestier parce que la production de carbone est inhérente à la production de bois. Donc, on va œuvrer ainsi. Pour ce qui est des aides privées, jusqu'à présent, qui fonctionnent, Reforestation a été cité, c'est un des leaders, mais il y en a d'autres. Le propriétaire, est libre de ce qu'il fera sur le plan fiscal. Nous, on considère quand même qu'il faut avoir à l'esprit que c'est un financement qui est une contrepartie. La contrepartie, c'est une prestation de service. Donc, ça nous amène à des sujets. Chacun fait comme il veut. Nous, on est plutôt là à vous dire, attention, vous avez quand même un financement qui est lié à une prestation. Donc, il faut aujourd'hui le revenu forestier cadastral, le revenu forfaitaire cadastral, ne prend pas en compte, ne précise pas cela. On aimerait beaucoup, on y travaille, mais tant que ce n'est pas précisé, toute interprétation sont possibles, les bonnes comme les moins bonnes. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un sujet qui est clairement sur la table et pour lequel on œuvre à faire en sorte qu'il soit clarifié dans l'intérêt des sylviculteurs et intégré au revenu forfaitaire cadastral. Pardon, je parlais des aides privées, label bas carbone notamment. Les aides du plan de relance, c'est une subvention. C'est une subvention en argent public, comme toutes les autres subventions qui ont pu exister, de cet ordre, si je peux dire, elles ne sont pas fiscalisées. Le défi, il y a eu une question tout à l'heure sur ces aides et le défi, le cumul. Là aussi, il y a une question d'interprétation. On a des réunions prévues cet été, là, dans les jours qui viennent, avec le ministère de l'Agriculture, qui, lui, considère que ce n'est pas cumulable, parce que vous avez… Alors, il considère que ce n'est pas cumulable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas recevoir 1 000 € d'aide publique et défiscaliser ces 1 000 € et obtenir une réduction et même un crédit d'impôt sur de l'argent public. Là-dessus, nous sommes d'accord. Nous, ce que nous disons, c'est que les aides du plan de relance sont au mieux à 80%.
à 60% pour les peuplements vulnérables ou dépérissants. Donc, sur la partie autofinancée, les 40% ou les 20% restants, selon le type d'aide, eh bien, cette partie-là, c'est l'argent apporté par le propriétaire, c'est l'autofinancement. Et donc, cette partie-là, pour nous, est éligible au défi. Donc, on doit s'accorder avec le ministère, on y travaille, on a des réunions pendant l'été et la loi de finances clarifiera tout ça à la rentrée, septembre, octobre, novembre. Voilà, on a un peu de temps devant nous pour y travailler. Merci Eric. Ce que je vous propose, alors je suis désolée parce qu'il y a pas mal de questions, mais je vous propose quand même, parce que le temps file, de finaliser les points que vous souhaitiez présenter, de redonner la parole à François. Et une fois la présentation finalisée, on reprendra les questions et en essayant de répondre à un maximum de questions. Merci Christelle. Deux derniers slides très rapides. Chez France Sylva Service, nous menons aussi des missions, notamment auprès de l'interprofession France Bois Forêt, toujours dans le même objectif, de mieux accompagner le renouvellement ou d'assurer d'ailleurs des propriétaires forestiers. Une mission que nous débutons, c'est un programme autour des services écosystémiques forestiers. Aujourd'hui, grâce au carbone dont on vient de parler, on peut rémunérer la séquestration carbone, mais la fédération a souhaité reprendre des travaux qui avaient déjà débuté depuis une dizaine d'années autour des autres services écosystémiques qui sont rendus jusqu'à maintenant gratuitement par les propriétaires forestiers à la société. On avait déjà travaillé sur l'eau forestière avec le CEPF en 2012. Et donc là, on réouvre ce volet. L'objectif, c'est bien d'encourager le financement d'une gestion forestière vertueuse, en fléchant donc des financements qui adaptent la forêt au changement climatique et qui aident les forestiers à mieux valoriser ce qu'ils rendent. On s'attachera notamment à regarder tout ce qui tourne autour de la biodiversité, en plus de l'eau. Et pour ce faire, on lance un programme avec la Fédération des communes forestières et les experts forestiers de France sur le sujet. L'idée, c'est d'aboutir à des outils de référence ensuite pour les propriétaires forestiers. Bon, voilà, ça reste préliminaire. Je pense que d'ici une bonne année, nous serons capables de vous présenter quelque chose de plus concret, mais pour vous informer que nous sommes aussi sur ces sujets-là. Et enfin, un deuxième programme que nous menons, c'est le développement d'un simulateur dynamique de toutes ces aides au renouvellement forestier. Donc, on a mené une étude de faisabilité pendant 6 mois qui nous a permis d'aboutir à des conclusions plutôt encourageantes. L'idée de ce simulateur, c'est comme un simulateur classique de mutuelle ou de prêt bancaire ou que sais-je, que vous pouvez trouver, ou d'aide publique d'ailleurs, ma prime Rénov et compagnie, sur le site, sur les sites internet. L'idée, c'est, grâce à ce simulateur, d'encourager les propriétaires à solliciter les aides. Là, on vous fait des webinaires, c'est un petit peu long et parfois compliqué de comprendre tous les critères d'éligibilité. On veut que ce simulateur vous aide à prendre des décisions, calcule les niveaux de financement éligibles. Il précisera aussi tout ce qui est complémentarité des aides. Il y a beaucoup de questions, plan de relance, carbone, aide privée, comment est-ce qu'on fait? Le simulateur vous donnera la réponse à la fin. Je m'entends en écho, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez fermer le micro? Merci. Et enfin, vous indiquez comment vos dossiers peuvent être éligibles et vous rediriger, pourquoi pas, vers les bons interlocuteurs. Et un petit mot en plus, en lançant cette étude sur ce simulateur dynamique, on a fait une petite étude d'intérêt auprès de vous, propriétaires forestiers, qui a duré 2 mois et demi. On vous a rencontré physiquement au Salon de l'Agriculture et puis on avait mené une partie de l'étude en ligne. Sur 233 réponses, on a eu plus de 180 réponses de propriétaires et plus de 46% d'entre vous n'ont jamais demandé d'aide, ni publique, ni privée. Donc, c'est assez révélateur et ça nous encourage d'autant plus à vous aider à ces démarches-là, développer des simulateurs, faire des webinaires et surtout vous aider à instruire vos projets. Voilà pour ces 2 points en plus et on peut reprendre vos questions si vous le souhaitez.
Merci Hortense. Juste parce que j'ai vu une question apparaître, qui est une question très pertinente sur le lien. Y a-t-il un lien entre les travaux que nous menons là sur le simulateur et les actions engagées par FIBOIS, notamment FIBOIS Grand Est, et les FIBOIS en général, avec le dispositif qui vise à porter à connaissance les aides forestières, plantons des arbres. Nous travaillons ensemble. Nous avons vu avec beaucoup d'intérêt l'opération lancée par FIBOIS. Et nous, on était en train de préparer un projet qui voulait aller un peu plus loin, et même plus loin vraiment, puisqu'on voulait développer un simulateur. L'idée étant que les propriétaires forestiers aient connaissance des aides, c'est une très bonne chose, mais encore faut-il qu'ils puissent, et on le voit bien par la nature de vos questions, par les réponses que vous avez apportées au questionnaire qu'on a lancé, il faut que ça puisse vraiment répondre à votre besoin, à votre question, dans votre région, dans votre département, selon le type du projet que vous portez, etc. D'où l'idée de développer ce simulateur. Donc, on a démarré il y a 6 mois. On travaille main dans la main avec FIBOIS, qui est membre du projet, du comité de pilotage. J'ai une réunion à 17h avec Céline Laurence, la déléguée générale de FIBOIS France, pour continuer nos échanges, voir comment on poursuit, parce qu'on a démarré il y a 6 mois et on va engager aujourd'hui le développement informatique. Donc, le simulateur, il devrait être opérationnel en début d'année prochaine il vous permettra, comme une calculette, comme pour ceux qui connaissent ma prime Rénov, par exemple. L'idée, c'est, vous avez un projet, vous le décrivez succinctement et vous avez une réponse en euros qui vous dit, voilà, vous pourriez bénéficier de X euros d'aide à travers le dispositif A, le dispositif B, le dispositif C. Voilà, c'est le but de ce travail de simulateur, qui est un travail de filière avec l'interprofession France Bois Forêt, où je suis aujourd'hui, qui cofinance cela, et en partenariat avec la forêt publique et la forêt privée. Et FIBOIS, bien sûr, que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, je voulais répondre sur ce point, et on peut reprendre les échanges. Et ah oui, que je vois réapparaître, il y avait un petit souci de caméra, Clotilde Legrel et Stanislas Lefebvre, que vous voyez peut-être en bas de l'écran, enfin, selon vos affichages, en tout cas moi c'est ici que je les vois, pour vous dire que voilà, quand vous appelez ce numéro, 01 47 20 66 55, il y a de très fortes chances pour que ce soit Stanislas ou Clotilde, souvent François également et Hortense, qui vont vous répondre donc aux questions que vous posiez, à savoir, oui, mais comment je peux en savoir plus parce que j'ai une question précise. N'hésitez pas, téléphonez-nous, utilisez notre adresse email, nous la recevons tous, toute l'équipe ProSylva Service, nous recevons les mails que vous nous adressez sur cette boîte mail, même moi. Donc voilà, on travaille vraiment en équipe et on s'efforce vraiment de vous répondre pour que vous puissiez connaître les aides auxquelles vous pouvez avoir accès, et nous, on va s'efforcer de vous permettre, pour ceux qui n'ont pas le temps, j'ai vu aussi quelqu'un me dire, oui, mais j'ai pas beaucoup de temps, quel type d'aide vous me conseillez? Faites juste l'effort, prenez 10 minutes pour remplir le petit formulaire que nous avons sur le site FranSylva. Ça vous permettra de voir, ceux qui n'ont pas vu encore, notre nouveau site internet, travail qu'a réalisé Christelle, et vous verrez à quel point le site est dynamique et sympathique. Petit formulaire, et comme ça on pourra vous répondre sur les aides plan de relance, les aides privées, les aides carbone, et vous mettre en relation également, si vous n'en avez pas, avec des gestionnaires, parce que toutes ces aides, encore une fois, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre s'il y a un gestionnaire, sinon c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est possible aussi, vous êtes libre. Alors, peut-être les questions. Oui, vas-y, ouais, François. J'ai remarqué une question là, je peux dire. Alors, oui, pardon, Christelle, si tu veux. On a des petits. Je dis juste, on a des petits problèmes de son. Donc, j'invite quand même ceux qui n'interviennent pas directement à couper leur caméra, juste pour permettre, parce que je pense qu'au niveau de la fédération, on est un peu en surchauffe au niveau de la bande passante. Voilà, juste pour qu'on puisse bien entendre les animateurs. Merci à vous. D'accord. Alors, je voyais juste une question. Il n'est plus possible de faire des coupes pendant 30 ans, même celles qui étaient prévues dans le PSG préalablement. Alors, en fait, je voulais juste réagir à cette question, puisque je pense que c'est dû au moment où je parle des engagements du propriétaire, c'est maintenir l'état boisé, ce qui n'empêche pas la gestion forestière.
Donc, toutes les coupes et toutes les éclaircies sont bien sûr recommandées, même si vous êtes bénéficiaire d'une aide sur une parcelle. Voilà, Oui, pour compléter ce que tu dis, François, j'ai vu la question qui dit pourquoi est-ce qu'il y a des petits pointillés sur le graphique du carbone, et bien, ça correspond aux éclaircies, justement. On retire une partie des arbres pour laisser aux autres la place de mieux grandir, une meilleure croissance, et tout cela, on le quantifie, bien sûr. Tous nos dispositifs sont des labels de forestiers, donc qui prennent en compte une gestion forestière dynamique. Merci à vous. Donc, voilà, ça fait 1h30 qu'on a débuté ce webinaire. Pour ceux qui doivent nous quitter, on vous remercie. Et puis, Hortense, François, je ne sais pas si vous avez encore un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Oui, donc je propose à ceux qui ont le temps. De toute façon, toutes les questions qui vont être évoquées à la suite, on les compilera, on compilera les réponses dans un document qu'on vous enverra après ce webinaire, comme je vous l'expliquais, parce que là, on était très nombreux et merci à vous d'avoir participé et de participer à ce webinaire. Mais du coup, effectivement, c'est un peu compliqué de pouvoir adresser toutes les questions. Donc, on va en prendre encore quelques-unes, mais ne vous inquiétez pas si votre question, on n'a pas le temps d'y répondre, on y répondra par la suite. Alors, oui, vas-y. Je lis en même temps, pardon, les questions. Peut-être qu'il y a une question, alors une remarque et une question. La remarque, c'est, j'ai noté suite à mes propos là, sur le simulateur, le fait qu'on travaillait en filière, que c'était apprécié, notamment par certains. Et donc, merci, hein, c'est bien la dynamique qui est la nôtre. Notre prisme, c'est que vraiment les actions puissent se faire en forêt. Et pour agir en forêt, on a besoin évidemment d'agir en coordination. On n'est pas nombreux dans la filière. Donc, et surtout au niveau national, on se doit de travailler ensemble. En tout cas, c'est notre vocation et c'est ce qu'on fait dans le cadre du simulateur. Autour de la table, il y a tout le monde. Je ne vais peut-être pas citer, mais je le redis, il y a la forêt publique, l'ONF, les communes forestières. Il y a les gestionnaires forestiers, les experts forestiers, les coopératives forestières. J'ai des rendez-vous avec eux là tout à l'heure, justement, toujours sur ce sujet. Et Fibois France, que j'indiquais, le tout financé par la CVO. Donc, on est vraiment dans une action de filière et une action de coordination pour apporter au mieux de l'information personnalisée aux propriétaires forestiers. Ça, c'était ma remarque. Et il y a une question sur la rémunération. On va pas faire comme si on l'avait pas vu. Moi, je l'ai vu, donc je vais vous répondre. Les projets label bas carbone, je note que vous avez été surpris par les coûts d'ingénierie. Les projets du label bas carbone nécessitent beaucoup d'ingénierie, c'est-à-dire des compétences, bien sûr, vous avez l'équipe ici présente, et du temps. Il faut pas mal de temps pour élaborer un projet bas carbone. Nous, côté France Sylva Service, notre objectif, c'est qu'au moins 80% de l'aide que l'on peut négocier arrive en forêt, donc du financement. Il y a d'autres opérateurs, notamment des entreprises privées, j'en ai cité certaines qui se sont spécialisées dans ce type d'intermédiation, qui peuvent avoir, évidemment, une recherche de profit différente de la nôtre. Nous, on est au service des forestiers, on est une émanation de la fédération, je le disais tout à l'heure. Donc, on a aussi vocation à faire en sorte que, la valeur de la tonne de carbone payée aux propriétaires soit, corrélée à la valeur que l'on peut voir sur les marchés, pas seulement la notion de prix de revient. Et deux, faire en sorte que ça aille surtout en forêt, parce qu'il y a besoin d'argent en forêt, parce qu'il faut renouveler des parcelles qui en ont besoin pour s'adapter au changement climatique et qui puissent contribuer à l'atténuation des effets du changement climatique. Donc ça, c'est notre ADN. Donc nous, on essaye de rester dans ce maximum que j'indiquais tout à l'heure, au moins 80% en forêt. Et néanmoins, j'ai la chance d'avoir une super équipe avec moi, donc c'est des gens, des personnes très compétentes et évidemment qui sont rémunérés. On est dans la partie des permanents, on n'est pas les bénévoles, on est
permanent. Donc, ça a un coût. Et sachez que sur l'ingénierie carbone, c'est quand même un travail lourd et il n'y a pas grand monde aujourd'hui capable de faire cela. On dirait peut-être une quinzaine de personnes en France qui connaissent parfaitement la mise en œuvre des projets labellisés bas carbone. Voilà, ça se renforce puisque dans les écoles maintenant, ça fait partie de sessions spéciales de formation, puis il y a beaucoup d'intérêt chez les étudiants et les jeunes diplômés pour cela. Donc tant mieux, c'est un signe que c'est un dispositif d'avenir. Voilà, je ne veux pas être trop long. D'autres questions, d'autres échanges? Oui, pardon, vas-y. Je rebondis parce que j'ai vu la question, les frais d'audit à 5 ans et ce que peut représenter les frais de diagnostic stationnel, notamment la première année. Alors, l'audit, il est déjà pris en compte et on le fait payer directement à l'entreprise en amont. Et donc, au moment où l'auditeur viendra, vous n'avez rien à débourser, évidemment. Et les frais de diagnostic stationnel et autres, nous, on le prend en charge dans la partie maîtrise d'œuvre de votre gestionnaire. Et donc, voilà, on prend une partie de la maîtrise d'œuvre en charge et les diagnostics stationnels en font partie, sachant qu'on recommande toujours, pour n'importe quel type de projet, d'en faire un. Merci Hortense, merci Eric. Peut-être il y a une question un peu spécifique concernant les forêts classées. Y a-t-il des restrictions ou prescriptions particulières sur ces forêts classées en EBC ou PLU? Ou pas, ou elles rentrent... Est-ce que c'est lié justement au classement ou est-ce que il y a des restrictions spécifiques dans le cadre des aides? Il y a peut-être un point de la question, enfin, il y a peut-être un point qui m'échappe. Moi, je ne vois pas de restrictions d'emblée. Alors, il parle de restrictions particulières en termes d'essence, de méthode de plantation. Non, pas à ma connaissance. En EBC, vous êtes très contraint par le maintien de l'état boisé. Donc, en gros, la coupe est compliquée. Mais par contre, enrichir notamment une parcelle très clairsemée, je ne vois pas de difficulté, mais c'est un point, peut-être, à moins que vous sachiez, Hortense, François. Non, je ne vois pas. En tout cas, les essences, c'est toujours la même raison, la même justification. Arrêter de matériel forestier de reproduction. Quoi qu'il arrive, il faut y répondre. On ne peut pas planter des choses qui en sortent. Ensuite, sur les sols ou les coupes, à voir au cas par cas. Voilà, en fonction des recommandations, il est probable qu'on vous recommande de moins impacter les sols, par exemple, lors de la préparation ou de choses comme ça, mais je ne saurais pas vous répondre plus exactement que ça. Et je vois un complément apporté par une participante, en l'occurrence, je crois, qui est très juste. En EBC, n'hésitez pas à vous renseigner sur les documents de gestion, et notamment sur le plan simple de gestion, si vous êtes éligible par la surface, parce que c'est beaucoup plus protecteur et dans l'intérêt du forestier que le classement EBC seul, au contraire, qui justement est assez réducteur. Néanmoins, pour ce qui est des aides et des opérations de travaux, sous réserve que l'on vérifie certains points, jusqu'à présent, ça n'a pas posé de difficultés particulières. Merci à vous. Bon, je vois sur les questions, il y a pas mal de questions qui étaient sur la partie fiscale à laquelle il me semble, Eric, tu as répondu. Alors, il y a peut-être d'autres anciennes questions. Bon, j'essaie de voir des questions qui se regroupent. Ce que je vous propose, c'est il est 15h44. Je vous propose de clôturer
de clôturer cette session de webinaire. Il y a, je pense, une dizaine de questions à laquelle on n'a pas pu répondre et comme je vous l'expliquais, on vous apportera une réponse sur celle-ci via un document qui vous sera fourni par la suite. Et donc, on va vous envoyer sur l'adresse email grâce auquel vous êtes inscrit à ce webinaire le lien du replay, le support de présentation et puis le document qui viendra apporter les réponses aux questions qui n'ont pas pu être posées. Un dernier mot pour vous remercier à tous d'avoir participé à ce webinaire. On était nombreux, on était plus de 120. Je crois que c'est la plus grosse audience qu'on ait eue sur un webinaire organisé par France Silva. Donc, ça démontre bien l'intérêt sur ces sujets. Et comme le disaient Eric, Hortense et François, les équipes de France Silva Service sont là pour vous accompagner et vous aider sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à les contacter par email ou sur effectivement le site internet. Vous avez un blog qui vous permet d'accéder à un formulaire dans lequel vous pouvez rentrer votre projet. Et comme ça, ils vous contacteront et ils pourront vous renseigner au cas par cas. Voilà, et encore un grand merci à Eric, Hortense, François et Stanislas et Clotilde de France Silva Service pour l'animation de ce webinaire et pour tout leur travail effectué sur ce sujet. Et Eric, je te laisse le soin de conclure. Merci à toi, Christelle, pour la modération qui est vraiment indispensable. Ça permet d'interagir. Les limites techniques de Zoom font qu'on ne peut pas vous donner tous la parole. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir été si nombreux. N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. On va faire, nous aussi, un peu de pub. Voilà, si vous avez trouvé ce webinaire intéressant, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, à faire savoir, si vous êtes adhérent de syndicat, parlez-en autour de vous, dites que le syndicalisme organise ce type de session. Là, c'était assez ouvert. Il y a certains qui ne sont pas encore adhérents, mais peut-être avez-vous trouvé le temps pendant le webinaire pour vous connecter sur le site et télécharger le bulletin d'adhésion au syndicat. En tout cas, n'hésitez pas à le faire. Et à votre disposition, les organisations là, qui sont représentées ici, si vous souhaitez qu'on fasse ce type d'intervention en présentiel lors d'un événement que vous organisez, une assemblée générale de France Silva ou un événement, j'ai indiqué dans le chat on participe évidemment à chaque fois qu'on nous le propose et qu'on peut. On est une petite équipe, hein, mais on était en Normandie il y a quelques jours, en Eure-et-Loire, François en Bretagne dans une dizaine de jours, je suis en Haute-Saône dans 2 semaines. Enfin, voilà, on est là aussi pour venir au plus près de vous, pour échanger et vous présenter les différents services du syndicalisme. Aujourd'hui, c'était les aides. On aurait plein d'autres choses à vous dire, des assurances et bien sûr toutes les démarches et les actions politiques et de communication que l'on fait, mais ça sera pour d'autres webinaires. Merci encore et à bientôt. Merci, très bonne journée. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.